Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. L'émission du jour est consacrée à une question essentielle. Quelle place pour l'information à l'ère du numérique ? Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, où chacun peut publier et partager des contenus en un clic, comment distinguer le vrai du faux ? La presse traditionnelle et les réseaux sociaux sont-ils en opposition ou au contraire, peuvent-ils se compléter pour offrir une information plus accessible et plus riche ? Aujourd'hui, nous ouvrons le débat avec des professionnels des médias et des jeunes qui, à travers des ateliers d'éducation aux médias, ont eu un aperçu des coulisses de l'information. Quel rôle peuvent-ils jouer dans la production et la diffusion de l'information responsable ? Comment perçoivent-ils les évolutions au sein de ce monde numérique ? Sont présents donc aujourd'hui les jeunes des collèges de Bon et Perpétuel Secours, BPS, d'autres venus des collèges La Confiance et le collège La Bourdonnais, et quelques autres encore qui ont participé aux ateliers d'écriture lors desquels des textes ont été produits sur la plateforme en ligne notrefutur.io. Je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'écouter quelques-uns de ceux qui ont vécu cette expérience. Nous avons recueilli leurs impressions sur ces enjeux fondamentaux. Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 22 ans, j'étais parmi les premiers à faire les ateliers Notre Futur, donc c'était vraiment intéressant parce que c'est la première fois que je pouvais écrire vraiment ce que je voulais écrire vraiment sur ce qui se passait sur ma ville et ça a été vraiment très enrichissant, j'ai vraiment appris beaucoup. Bonjour, Williana, 20 ans, du collège BPS de Beaubassin. Alors, j'ai eu un atelier très enrichissant par lequel on a pu faire des échanges avec des professionnels qui nous ont permis de poser des questions qui nous seront très utiles. Je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans, je viens du collège de la Confiance et je racontais une petite anecdote. Et c'était un parcours très intéressant car il m'a fait découvrir les défauts et les fléaux de mon endroit et comment moi, j'avais des problèmes de distraction dans mon endroit. Bonjour, j'ai 20 ans. Je suis là pour raconter mon parcours pendant l'atelier. C'était vraiment un moment enrichissant et ça m'a aidé à faire la différence entre les faits et les opinions des gens. Comment on doit différencier les choses. Et c'était vraiment une aventure incroyable et j'ai bien aimé tout ça. Et c'était formidable. Je suis Sarah, j'ai 18 ans, je viens du collège de La Bourdonnais. J'ai participé dans l'atelier d'écriture, c'était une expérience géniale. Ça m'a aidé à m'exprimer et à apprendre beaucoup de choses. J'encourage tous les jeunes à y participer. Je vous le disais donc, ce débat vient clore une année de travail consacrée aux ateliers d'écriture et d'éducation aux médias menés dans le cadre du lancement de la plateforme notrefutur.io. Avant d'ouvrir les débats, arrêtons-nous un instant sur la nécessité de ces plateformes et le rôle crucial qu'elles jouent. Ces espaces ne sont pas de simples lieux de diffusion de contenu, ils incarnent une nouvelle manière d'envisager l'information, plus inclusive, plus participative et plus proche des réalités de la jeunesse. À travers l'Afrique et dans l'océan Indien, plusieurs initiatives ont démontré leur pertinence et leur impact en formant des jeunes à la production de contenu et en leur donnant les moyens d'exercer une parole citoyenne. Je vais citer par exemple Média Sahel au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la plateforme Benbéré présente au Mali, Yaga au Burundi et YouReport qui est une des plateformes qui engage la jeunesse via des sondages et des discussions sur des sujets sociaux et politiques. Seule initiative de cette envergure dans l'océan Indien, notrefutur.io est un espace d'expression médiatique et de diffusion d'articles, de podcasts et de vidéos sur des sujets d'actualité. Cette plateforme est portée par le ministère français des Affaires étrangères et l'Institut français de Maurice et elle vise donc à renforcer la capacité des jeunes à informer et aussi à informer les autres. Je vais rejoindre tout de suite nos invités et Anouchka Souriamorti, docteur en philosophie, qui co-anime ce débat. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Abdoulaye Rali et Jean-Luc Moutoussamy, bonjour et merci d'être là pour nous permettre cet échange aujourd'hui. Abdoulaye Rali, vous êtes journaliste et correspondant pour RFI et France 24.
Vous êtes un spécialiste des enjeux de l'océan Indien et vous couvrez l'actualité politique, économique et sociale de la région en apportant une analyse éclairée sur les grands événements à Maurice, mais aussi dans toute la région. Jean-Luc Moutoussamy, vous êtes un professionnel de l'information avec plus de 22 ans d'expérience dans la conception et la gestion de médias, tant à la radio, dans la presse écrite que sur les plateformes en ligne. Et vous avez occupé divers rôles, allant de reporter à responsable éditorial, en passant par coach et formateur. Et votre expertise s'étend également au développement de projets médiatiques en zone de conflit. Je dois tout de suite vous partager que la philosophe que je suis a immédiatement été intéressée par cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Écrire pour être lu, presse et réseaux sociaux, quels enjeux? Et il me semble que de tout temps, il y a eu une difficulté à trouver les mots justes pour exprimer le réel de la façon la plus précise possible. Et celles et ceux qui y sont parvenus détiennent un privilège autant qu'un pouvoir, celui de raconter le monde. Alors ma première question à tous les deux, c'est quel est votre rapport aux mots et à l'écriture? Alors, c'est c'est le seul moyen de nous exprimer correctement et de traduire la réalité autant que possible dans les mots. Alors nous, vous avez dit donc, vous avez utilisé le mot raconter. Nous racontons la vie qui va. Nous racontons le présent. Nous sommes les historiens de l'instant, du présent, et les instituteurs de l'actualité. Donc les mots ont une importance capitale. Si on ne peut pas choisir le bon terme, les bons mots, les mots les plus justes, on passe à côté de l'information. Il faut pouvoir restituer cette information dont nous sommes peut-être témoins, dont nous voulons raconter, et dans les termes les plus simples, accessibles à tout le monde, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Et il faut que ce soit non pas intelligent, mais surtout intelligible. Il faut que les gens arrivent à nous comprendre. Donc il faut savoir faire de la pédagogie en racontant une information, qu'elle soit une information très simple ou une information complexe, scientifique, comme la dernière fois, le Covid. En gros, c'est ça. Donc choisir le mot qu'il faut au moment où il faut, et des fois ça prend du temps, hein. C'est un gros Jean-Luc, défi. oui, effectivement, et cette attention aux mots, qu'en est-il pour vous? On a un peu l'impression, c'est une petite voix que l'on entend, assez récurrente, qui nous dit que l'on perd cette précision des mots aujourd'hui. En fait, c'est un très grand défi et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Un grand défi parce qu'il faut trouver le mot qui se rapproche aussi le plus des faits, qui décrit les faits et qui soit fidèle à, je vais utiliser un autre terme un peu compliqué, la vérité. Être le plus proche possible de ce qui s'est passé, dans notre cas comme journaliste. Donc de raconter, comme l'a dit Abdullah, raconter le monde, raconter l'actualité, mais être le plus proche possible de la vérité, de ce qui s'est vraiment passé. Et être clair. Il y a la simplicité, mais il y a aussi la clarté. Il faut que lorsque le test, c'est d'ailleurs, nous sommes entourés de collégiens, le test, c'est aussi que ceux qui nous ont lus, entendus, vus, lorsqu'ils répètent cela, parce que le but, c'est d'avoir une audience plus large, dont lorsque ces mots sont répétés, lorsque les infos sont répétées, que ces termes-là soient réutilisés, donc que ce ne soient pas des termes trop compliqués pour se donner l'air intelligent, parce que souvent, des journalistes viennent d'apprendre un mot le matin et ils le ressortent le soir et sont tout contents de l'avoir dit, et alors que finalement, ce mot ne pourra pas être repris par d'autres. Donc, être très simple et être proche des faits et de la vérité. Donc, c'est un très, très gros défi et c'est pour ça que c'est un métier. Absolument. Mais justement, Jean-Luc, quand je vous écoute, et aussi Abdullah, vous avez employé le mot d'intelligible. Comment clarifier sans simplifier à l'extrême? Et j'ai un peu l'impression que parfois nous sommes dans une société qui a peur de la complexité. Donc cet objectif pédagogique que vous avez décrit l'un et l'autre, je crois que le défi consiste, entre autres, à pouvoir retranscrire le réel, le traduire, comme vous l'avez dit, sans vider de son sens cette réalité. Comment est-ce qu'on y parvient? Alors, il y a un autre défi qui se rajoute à cela, c'est le temps.
nous avons peu de temps. Alors, il y a les formats des médias qui sont de plus en plus courts, où on nous demande d'expliquer des choses extrêmement complexes dans très peu de temps. Et il y a aussi le fait que tous ceux qui sont autour de nous ont peu de temps d'attention. Déjà, là, je ne sais pas combien ont décroché et qui est encore avec nous. Et ce qui fait que dans tout ce que nous faisons, nous devons trouver une formule, une manière de dire les choses bien et vite. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que dans cette simplification des choses, nous avons parfois tendance à rendre des éléments, à passer au-dessus ou à éviter d'entrer dans certains détails, ce qui est un problème. Donc il faut trouver des moments où nous savons que ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent ont du temps pour quelque chose de court, ont du temps pour quelque chose de plus long. Par exemple, lorsqu'ils viennent pour cette émission, ils savent qu'ils auront le temps d'entendre, d'écouter, d'approfondir certaines choses. Donc nous, ça nous donne aussi la possibilité de pouvoir mieux expliquer. Mais le temps est un élément qui pèse beaucoup dans l'information aujourd'hui. Oui. Après, nous écrivons pour le grand public. Donc il faut absolument que ce que nous allons écrire, ce que nous allons raconter, sous toutes les formes, hein, en narration vidéo, radio ou en papier, même dans un tweet, il faut que ce soit accessible, comme on dit, intelligible au plus grand monde. C'est un exercice qui n'est pas simple, surtout si nous avons affaire à des sujets qui sont complexes. Faire en sorte, d'une part, de ne pas enlever la substance de cette information, c'est un défi. Après, forcément, ce sera un peu dilué. Et nous écrivons, c'est un texte journalistique. Ce n'est pas un texte scientifique, pédagogique, c'est un sujet journalistique. Et effectivement, nous allons donner l'effet dominant. Après, nous n'allons pas entrer dans toutes les nuances. Donc, nous allons faire en sorte que les informations principales ressortent. Après, si un public un peu plus averti veut aller approfondir sa connaissance, il saura où trouver d'autres informations plus longues sur un sujet. Mais le sujet qui est sorti dans l'instant, et c'est une course contre la montre hein, pour nous, hein, c'est vraiment, ça va au détriment de la réflexion par moment. On n'a pas le temps. Il faut trouver en une demi-heure, en 15 minutes ou une heure, un sujet qui donne la dimension de cette information et qui révèle ou relève plutôt tous les faits dominants dans cette information du moment et d'intérêt public. Ce n'est pas l'intérêt pour la communauté scientifique ou la communauté économique, mais l'intérêt surtout pour le plus grand public. Donc, là, effectivement, il y a un compromis à trouver entre ne pas perdre la substance, mais aussi diluer un peu cette information pour que tout le monde puisse le lire, parce que quand on écrit, justement, c'est le thème de cette émission, c'est pour être lu. Donc, c'est un compromis à trouver entre ces deux-là. Et justement, sur cette question, en fait, de la question de la simplification et le temps, hein, on court après le temps. Est-ce que effectivement la presse traditionnelle, on sait que dans les réseaux sociaux, on va dans une simplification extrême. Est-ce que sur des thématiques qui sont pour le grand public, finalement, comment la presse traditionnelle va gagner cette bataille contre les réseaux sociaux qui elle, est dans l'extrême simplification finalement et qui n'a pas ce souci du temps, quoi. Et pour, si je peux me permettre, Géraldine, en vous écoutant, j'avais une question qui est le prolongement de la tienne. Il faut être accessible, mais il faut aussi être attrayant. Donc comment aussi être attrayant et susciter ce qu'on appelle cette économie de l'attention? Vous avez parlé de bataille. Peut-être aussi qu'on n'est pas sur le même champ de bataille, en gros. Les réseaux sociaux sont là pour être consommés rapidement. Je sais que nous regardons nos téléphones, nos écrans, pour voir quelque chose tout de suite et nous passons à autre chose. La presse écrite est dans un autre domaine. Ce qui fait que la presse écrite, qui pendant longtemps, d'ailleurs à Maurice, a fait des infos, du breaking news pendant très longtemps avant l'arrivée des radios et des réseaux sociaux, cette presse écrite doit passer à autre chose, a dû passer à autre chose. Bien entendu, il faut partir des faits pour ensuite expliquer, analyser, voir plus large, avoir plusieurs points de vue.
des points de vue de spécialistes. Et c'est là où nous pouvons avoir un scientifique, nous pouvons avoir quelqu'un qui fait de la recherche, un peu plus de témoignages. Et nous ne sommes pas sur les mêmes terrains. Donc, s'il y a champ de bataille, c'est que certains peut-être se sont trompés de champ de bataille. Ils se retrouvent sur un terrain qui n'est plus le leur ou qui ne devrait pas être le leur. Donc, on est dans une réalité où, dépendant des médias, dépendant des formats, nous avons une autre écriture, nous avons une autre pression, nous avons une plus grande latitude, dépendant aussi de si nous sommes dans la presse écrite quotidienne, dans l'hebdomadaire, dans le magazine. Donc si tous ces formats-là existent, c'est qu'il y a une écriture qui est adaptée, aussi un rythme d'écriture, un rythme journalistique qui est adapté à chaque format. Mais malheureusement, avec cette consommation rapide, on a envie de consommer vite, on a envie d'avoir des journalistes qui soient formatés pour faire tous la même chose. Nous nous retrouvons avec des productions, des écritures qui se ressemblent finalement, qui se ressemblent avec des supports qui ne sont pas faits pour telle ou telle écriture. Donc il y a une réflexion à avoir sur quelle écriture, pour quel support et pour quel public, pour quel moment de lecture aussi. La presse du dimanche n'est pas la presse du lundi. Le dimanche, on a le temps de lire ses hebdos, normalement. Et le lundi matin, on a une écriture qui doit être différente. Mais malheureusement, tout le monde écrit un peu pour un public pressé. Donc, on est dans une situation assez complexe. Ouais. En fait, tu fais bien de rappeler ce contexte qu'il y avait avant l'Internet. C'est-à-dire qu'il y avait la presse quotidienne et la presse hebdomadaire. Effectivement, déjà là, on jouait sur la complémentarité. La presse quotidienne donnait du hot news. En même temps, il y avait des sujets plus réfléchis, plus longs, mais la presse hebdomadaire revenait. C'était un peu plus magazine, apportait plus de profondeur. C'est un peu la même logique aujourd'hui qu'on a transposée à l'heure de l'Internet, mais toute proportion gardée, parce que ça va extrêmement vite et c'est exponentiel. Jusqu'à ce jour encore, c'est une explosion des médias. Ce qui s'est passé avec l'avènement de l'Internet, c'est formidable. Ça a démocratisé l'information. Auparavant, vous avez ce qu'on appelle les mass médias, les médias de masse. Tout tournait autour des quotidiens et des hebdomadaires et des magazines. S'il fallait passer une information, s'il fallait avoir son portrait, s'il fallait vanter un produit, donc il fallait surtout passer par ces journaux-là qui étaient un peu le centre du monde, le centre des informations. Avec l'avènement de l'Internet, il y a eu une révolution, ce qu'on appelle, c'est un mot un peu fort, une révolution copernicienne. Et il y a eu une masse de médias. C'est fini. Les médias de masse sont devenus une masse de médias. Et jusqu'à ce jour, on a des nouveaux médias qui, tous les jours, naissent sur Internet. C'est vraiment exponentiel. Alors, pour nous, il n'y a plus de bataille. La bataille est déjà perdue. C'est un autre monde. Nous avons changé d'époque, au fait, avec l'avènement de l'Internet. La bataille, aujourd'hui, elle se joue, comme Jean-Luc vient de le dire, sur cette complémentarité, c'est-à-dire que la presse quotidienne, aujourd'hui, qui faisait du hot news, qui donnait des informations de la veille et du soir, ne peut plus faire ça. Donc, aujourd'hui, cette presse-là doit apporter plus de profondeur, plus de révélation. La presse a le temps d'écrire par rapport au web, où c'est vraiment spontané, où il faut faire très vite parce que la concurrence est extrêmement forte. Donc oui, ce qu'il faut, c'est surtout cette complémentarité. La presse apporte plus de profondeur, plus de perspective, et sur le web, ça va beaucoup plus vite. Il y a un mot qui a été prononcé, c'est le mot de vérité. Et je crois que ce terme a toujours fait débat, déjà dès l'Antiquité grecque auprès des philosophes qui se demandaient si une vérité universelle était possible ou si finalement on était réduit à chacun sa vérité. Lors du précédent mandat du président Trump, il avait employé l'expression de post-truth. Nous sommes dans l'ère de l'après-vérité. Donc, Post-vérité, oui. ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le post-vérité? Et il me semble que c'est là un concept, un objectif fondamental pour les journalistes et qui est indissociable d'un autre concept, celui de l'objectivité. Et on entend beaucoup des voix critiques, peut-être ont-elles raison, vous me le direz, qui dénoncent le manque d'objectivité d'un journaliste, des journalistes en général. Est-ce que
le journaliste peut être objectif quand il observe, quand il raconte. C'est aussi avec sa vision du monde, son passé, son expérience. Qu'est-ce que la vérité pour vous et cette objectivité est-elle possible? L'objectivité, moi, je n'y crois pas. L'objectivité du journaliste. Comme vous dites, nous venons tous d'un milieu, nous avons tous grandi dans un quartier, nous avons tous une vision du monde, un vécu. Nous avons tous été à un collège, à un lycée, dans une école primaire. Cette objectivité-là, on va dire, ça voudrait dire que on appuie sur reset et on redevient quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'un journaliste, il emmène avec lui tout ce qu'il a construit, lui a donné tout ce qu'il représente aujourd'hui pour ensuite avoir, je dirais, une honnêteté vis-à-vis de l'actualité. Et moi, je pense vraiment que le journalisme est un exercice hautement subjectif. Pourquoi je le dis? Je sais que ça ferait bondir beaucoup de personnes parce que l'objectivité est souvent ressortie par rapport aux journalistes en disant il manque d'objectivité. Moi, j'irais plus vers l'honnêteté. Il faut être honnête, avoir un regard honnête. Être subjectif, pourquoi? Parce que chaque journaliste choisit un angle, Oui, une une porte ligne d'entrée. éditoriale. Voilà. Il y a une ligne éditoriale, mais même dans un accident, par exemple, si quelqu'un va écrire sur un accident, à moins de dire deux morts, bon, désolé de venir avec ce sujet, mais c'est peut-être ce qui nous parle le plus. Certains prendront l'aspect infrastructure, les routes mauvaises ont provoqué un accident. Certains diront deux ou trois personnes ont trouvé la mort, donc c'est sous l'angle des victimes, etc. etc. Et Donc, j'ai envie de dire, pardon, le choix même de tel ou tel adjectif ou mot, c'est déjà voilà. une marque de la subjectivité. Voilà, ça fait entrer beaucoup de personnes diraient il faut bannir des adjectifs, mais effectivement, on peut enlever jusqu'à quel point peut-on enlever. Donc cet élément-là, je pense qu'il est important de le garder en tête. L'honnêteté, à mon avis, doit peser avec notre vécu. Notre vécu fait que ce que nous racontons nous ressemble parfois. Et Abdullah, je vous vois hocher la tête, mais pour autant, cette subjectivité, certains la taxent de partialité. Donc, comment éviter cet écueil? Enfin, la question d'objectivité, on est déjà bien plus loin que dans ce débat-là. On a déjà beaucoup avancé, comme Jean-Luc l'a dit. C'est surtout l'honnêteté. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de soi-même quand on écrit un article. C'est un peu soi-même quelque part, son vécu, son expérience, ses affinités, les causes qu'on aimerait défendre, qui transpirent un peu dans le papier. Après, il y a la question de l'impartialité. Effectivement, c'est là le point essentiel. Donc, il faut donner le point de vue de chacun. Si je critique Jean-Luc Moutoussamy, il s'est passé quelque chose, ou l'inverse, quelque chose sur moi, il doit écrire quelque chose sur moi, ça se trouve, dans une certaine circonstance, et Jean-Luc Moutoussamy va forcément m'appeler pour me demander ma version, et non pas écrire quelque chose sur moi sans me donner l'occasion de me défendre. Ça, c'est la question de l'équilibre de l'information, donner différentes versions, même dans un cas d'un accident. Ça dépend. L'information du moment, c'était quoi? L'accident vient d'avoir lieu. Et il faut donner l'information principale, le fait dominant, on donne le fait dominant. Après, tout le monde reprend un peu cette information-là. Chacun trouve un angle à évoquer. Oui. Je voudrais intervenir sur cette question parce que, en effet, quand nous avons mené les ateliers d'écriture avec les jeunes qui sont autour de nous, et bien d'autres encore d'ailleurs, le propos portait beaucoup sur, au-delà du question de l'objectivité ou la subjectivité, qui, in fine, sont des lignes presque floues finalement, c'est la question, plus que de l'honnêteté, c'est de l'information vérifiée. En fait, l'idée première, c'est d'aller vers une information qui est vérifiée et qui est vérifiable par tout le monde. Voilà, C'est ça l'essence du journalisme. vérifier, vérifiable. Que le Oui. public peut Oui, vérifier aussi. exactement, Et d'où la nécessité de donner les sources des informations. absolument. Ouais. Effectivement, c'est le mot, hein. Vérité et vérité et vérifiable. Ouais. Parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est que
toute chose qui se passe, toute chose qui se produit a des témoins. Si vous, et c'est là où nous mesurons à quel point certains journalistes sont honnêtes et proches de la vérité et d'autres moins. Je ne dirais pas du tout. Parce que un témoin d'un événement qui relit ça dans la presse ou qui l'entend à la radio dira « ça s'est passé comme ça, en effet ». Ou bien je n'ai pas vu ça comme ça, mais ce n'est pas faux. Donc c'est l'angle qui est différent. Mais quand quelqu'un lit quelque chose qui s'est produit, raconté par un journaliste et dit « ça ne s'est pas du tout passé comme ça, j'y étais », là, nous sommes dans une situation où non seulement il n'y a pas d'honnêteté, mais il y a eu une vérité réécrite. Quand vous parlez de post-vérité, c'est aussi un peu ça que dit imposée, quoi. Sa vérité. Voilà, sa vérité. C'est ce que dit un peu M. Trump. C'est que ce que vous avez vu là, ceci n'est pas une pipe, en fait. Oui, mais non. C'est différent. On est dans l'interprétation, finalement. Oui. Ou nous convaincre que ce que nous avons vu et que nous pensons être ça n'est pas ça. Et à force de le répéter, on en arrive à en douter, à douter de ce qu'on a vu, jusqu'à ce que si une plus grande masse de personnes nous dit non, finalement, ça s'est passé différemment, je connais des personnes qui en sont même arrivées à se demander, mais finalement, nous pourrions interpréter cet événement comme étant... Voilà. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et quand je vous écoute, ce que j'entends là, c'est l'expression d'esprit critique. Et je crois que le journaliste, comme d'autres intellectuels, a une exigence d'esprit critique. Vous avez aussi mentionné les uns et les autres la transparence des sources, la vérification des faits. Et la question qui me vient en tête, c'est quelle qualité faut-il avoir pour être un bon journaliste? Alors, j'insiste sur l'adjectif bon journaliste parce qu'on entend beaucoup, un peu partout à travers la planète, la critique concernant l'incompétence générale ou généralisée des journalistes, ce qui a comme conséquence, on le sait, un peu partout, les études le montrent, une méfiance assez importante envers l'univers médiatique. Donc, quelle qualité faut-il avoir, quelle compétence pour être un bon journaliste? Et peut-être aussi, question corollaire, quelle formation faut-il avoir pour arriver à faire ce métier correctement? Et je précise qu'en plus, ça rejoint une question qui émanait des jeunes du public. Quelles compétences, quelle formation? Moi, je dirais qu'il faut être un grand enfant et être très curieux. C'est-à-dire que toujours dire, comme tous les enfants, pourquoi. Les enfants demandent toujours pourquoi. Peut-être après papa, maman, la première chose qui sort, c'est pourquoi ça. Il faut être un grand curieux, ne pas avoir de hier, voir le monde en format panoramique et toujours s'interroger. S'interroger avec un agenda de compréhension et pas un agenda pour diminuer l'autre ou pour gagner des points ou pour essayer de faire gagner un groupe. On parle d'impartialité, mais pour moi, c'est ça. Et être très indépendant dans sa manière de voir les choses. Ne pas se laisser imposer un point de vue qui nous oriente vers une seule ligne, une seule manière de penser. Et presque, et là, comme Abdullah tout à l'heure disait, ce qu'on écrit nous ressemble aussi un peu, effectivement, mais aussi trouver les moyens d'être indépendant vis-à-vis de soi-même, de ses réflexes, parce que nous sommes aussi citoyens. Nous votons aussi, nous journalistes. Mais nous sommes parfois amenés à aller couvrir des événements, des sujets qui ne reflètent pas forcément nos points de vue politiques. Nous subissons les événements comme oui. vous. Hein. Ouais. Nous sommes au milieu de ça et nous sommes comme un giratoire, un rond-point. Nous devons être capables de permettre à cette actualité d'être fluide, de circuler, de ne pas avoir d'embouteillage, de ne pas favoriser une seule route, une seule voie. Donc je pense que c'est ça, c'est un mélange de tout ça, être très curieux et être toujours enthousiaste pour découvrir des choses. Sinon, nous nous retrouvons enfermés dans une case, dans une boîte où nous ne voyons plus le monde.
Et quelle formation? Moi, je dirais, on ne devient pas journaliste en voulant faire des études de journalisme. Il faudrait, à mon avis, avoir fait autre chose, des lettres, la philosophie, être urbaniste, ingénieur, etc. Et ensuite venir au journalisme avec ce bagage-là. Ce qui nous permet d'avoir une vision des choses et une vision des choses plus large. J'ai été rédacteur en chef et ce qui m'a plu, moi, dans les rédactions où j'étais, c'est que j'avais des personnes qui venaient de différents milieux, qui avaient différents regards sur le monde, et pas seulement des personnes qui sortent d'école de journalisme qui ne savent faire que du journalisme. C'est extrêmement difficile, triste même, hein, je Voilà. trouve. La curiosité, certainement, hein, c'est ça. Après, il faut surtout prendre de la distance, même si c'est un sujet qui nous touche de très près, Mm. euh, de par notre vécu. On doit couvrir une actualité qui nous touche, par exemple pour Cachio. Si j'habitais tout près du littoral, de Maillebourg, sans doute ça m'aurait ému, parce que j'ai vu pas mal de gens pleurer ce jour-là, quand ils ont vu leur lagon. Si j'étais là-bas en tant que journaliste, mais aussi habitant de ce quartier, ça aurait été difficile de raconter si je n'appliquais pas. Et là, on a parlé de la curiosité, mais il y a aussi la méthode journalistique. Pour être un bon journaliste, il faut surtout suivre la méthodologie de notre travail. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut savoir raconter cette information en prenant de la distance, en donnant la parole aux autres, et de ne pas mettre notre opinion, notre regard pur sur ce sujet-là. J'aurais éprouvé beaucoup de mal à écrire quelque chose sur la pollution, la marée noire à Maillebourg et dans les environs, si j'habitais sur place en tant que journaliste. Mais heureusement que heureusement, oui, j'étais à Port-Louis. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu le mal que ça a causé à cette population. Du coup, moi, j'avais de la distance. Mais si j'étais sur place, ça aurait été vraiment très difficile de pouvoir raconter cette information avec un regard distant. Mais justement, je me dis que prendre de la distance, et vous venez de le dire quelque part, ce n'est pas naturel, ça s'apprend. D'autant plus que vous le disiez tout à l'heure, Abdullah, vous êtes des historiens du présent, dans l'immédiateté absolue. Et pour prendre de la distance, souvent, il faut un temps, et un temps relativement long. Et vous n'avez pas ce temps, vous n'avez pas ce luxe. Non. Donc comment fait-on pour prendre de la distance? Et autrement, si on ne parvient pas à le faire, le risque, c'est d'être dans une forme d'émotivité, certes sincère, mais qui ne permet pas de raconter réellement le réel. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la presse traditionnelle, nous avons un filtre. Pour vous qui êtes sur les médias, sur les réseaux, il n'y a pas de filtre. Il y a une méthodologie de travail qui existe. Le texte, quand on l'écrit, il y a un rédacteur en chef ou un secrétaire de rédaction qui va regarder ce texte-là. Il y aura toujours un deuxième regard. Et si moi, habitant, allons dire, de Maillebourg, avec de l'expérience journalistique, ce texte que j'écris, ce papier, ce reportage que je fais, je le donnerai à un collègue ou mon chef lui dire, écoutez, tu regardes ce texte-là un peu de plus près, parce que j'y habite, moi. Donc, certainement, il y a du moi là-dedans. Donc, j'aurais aimé garder la distance journalistique dans ce texte. Donc, la distance, c'est comme ça. Si on a de l'expérience, on apprend à avoir cette distance. Mais quand on démarre, là, on commet des erreurs de jeunesse, quoi. Cette plume a beaucoup de pouvoir. On peut détruire beaucoup de personnes et faire aussi beaucoup de bien autour de nous. Je raconte une anecdote. J'étais un jeune journaliste sportif à l'Express. Je racontais la vie des sportifs. J'aimais beaucoup faire des portraits parce que quand je rentrais dans la rédaction, tout le monde avait un avantage sur moi parce qu'ils avaient leur réseau de contacts, ainsi de suite. Moi, pour gagner ma place, j'ai commencé à faire des reportages, des portraits, aller sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai pu. Je rencontre une volleyeuse. Elle s'appelle Marjorie Nadal, quasiment une trentaine d'années après. J'avais fait son portrait, j'ai oublié, mais j'ai pas oublié son nom. Mais on mettait en valeur les gens. Ce qu'elle m'a fait ce jour-là, quand je la rencontre, elle est devenue artiste calligraphe de langue chinoise. Et ce jour-là, elle m'a dit, Abdullah, tu sais, elle m'a reconnu en passant.
Elle m'a dit, tu sais, ton portrait que tu avais fait de moi là, à l'époque, il est toujours là. À la maison, on en parle encore. Et ce jour-là, elle m'a fait une calligraphie de mon nom en chinois. Ouais, 30 ans après. Donc c'est un métier aussi qui nous réserve beaucoup de surprises. Après, je dis souvent aux gens, euh, peut-être que j'en parle un peu trop, c'est le seul métier au monde, comme journaliste, c'est le seul métier au monde où on est payé pour apprendre. En rencontrant les gens, on apprend beaucoup de choses. En faisant des portraits, en faisant nos articles, on apprend beaucoup de choses. Surtout si on va sur le terrain, si on aime aller sur le terrain. Et il y a aussi des journalistes qui sont au salon et qui se permettent d'interpréter l'actualité et de faire de l'opinion. Mais c'est un métier de terrain, au fait. Mais alors justement, j'ai l'impression que cet outil dont on parle tout le temps, désormais, dont on ne peut plus faire l'économie, à savoir les réseaux sociaux, ont transformé le journalisme en autre chose. On parlait de journalistes de papier en opposition aux journalistes de terrain. Je ne sais plus comment dire maintenant, les journalistes d'écran ou du scrollage, je ne sais plus comment on pourrait les nommer. Donc, on peut faire l'économie du terrain et on sait que de nombreux journalistes font l'économie de ce terrain aujourd'hui. Est-ce que tous les deux, dans vos pratiques respectives, vous avez une méfiance envers ce journalisme qui ne trouve sa place que sur les plateformes et sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation dans votre perception des supports journalistiques aujourd'hui? Un journaliste doit sentir le terrain. Il doit avoir usé ses semelles de chaussures. Ce n'est pas possible qu'un journaliste raconte quelque chose dont il n'a pas été témoin. Évidemment, si c'est quelque chose qui s'est produit à l'étranger et nous devons nous fier à des sources comme des dépêches, etc., nous nous fions à des sources journalistiques qui ont comme travail d'alimenter d'autres médias. Mais un journaliste, quelqu'un qui se dit journaliste et qui reste toute la journée dans une rédaction et qui fait ses sujets par téléphone et qui ne s'appuie que sur des témoignages de personnes pour ensuite affirmer que quelque chose s'est produit sur la base de sources différentes, alors que les moyens étaient possibles de sortir et d'aller voir, là, ça pose un problème. Cela fait qu'il n'y a pas seulement une distance par rapport à ce qu'on écrit, mais une distance par rapport à l'actualité même, par rapport à son métier, à ce que le métier devrait être. Alors, est-ce que c'est une évolution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui arrange les rédactions parce que ça coûte cher de se déplacer, d'avoir un chauffeur et de mettre des moyens pour faire des directs sur place? Mais nous ne vivons pas la même chose si nous ne sommes pas sur place. Nous n'arriverons pas à écrire la même chose si nous ne sommes pas sur place et que nous n'avons pas ressenti ce que ceux qui ont vécu la même chose sur le terrain l'ont fait. Abdullah parlait du Wakashio, je n'étais pas à Maurice pendant ce moment-là. Si les confrères n'avaient pas fait vivre ces moments avec l'émotion, la dose d'émotion nécessaire pour vivre cet événement, cela n'aurait pas créé un intérêt mondial. On nous aurait dit c'est une marée noire comme une autre. Mais lorsque nous faisons l'examen de ce qui a été produit par tous ceux qui étaient présents, nous étions dans une période aussi de confinement, je pense, post-Covid, etc. Et c'était assez compliqué de faire venir des personnes de l'étranger. Et donc là, c'est important d'être sur le terrain. Donc, à travers la presse, ils ont ressenti l'émotion du Wakashio. Ouais. Oui. On parle de la question donc, des réseaux sociaux. Ça me permet d'impliquer nos jeunes qui sont là ici sur le plateau, parce que c'est un public qui va d'abord chercher l'information sur les réseaux sociaux. J'étais très étonnée quand j'ai fait les ateliers avec eux. Je crois que s'il y en a un ou deux qui ouvrent un journal, chaque jour ou chaque week-end, c'est un fait très très rare. Donc on va leur passer la parole, on va prendre des questions dans le public puisqu'ils sont là pour ça, ils sont là pour vous poser des questions pour que vous puissiez leur apporter quelques éléments de réponse. Bonjour, je suis Luciano, 18 ans. Pensez-vous que les futurs journalistes peuvent coexister et rivaliser avec les pseudo-journalistes des réseaux sociaux?
Ça me frappe cette expression-là, des pseudo-journalistes. En fait, on parlait de pseudo-journalistes surtout quand on critiquait les journalistes. C'est c'est une façon de s'en prendre à leur métier. Oui, ça existe des pseudo-journalistes, certainement, mais tu as le mot, hein, donc merci de l'avoir relevé. Euh, dans, dans ce milieu-là, effectivement, il y a de tout. Il n'y a pas seulement des pseudo-journalistes ou de faux journalistes, mais il y a aussi des agents de renseignement qui travaillent dans ce métier-là, parce que c'est un moyen d'avoir de renseignements. Il y a beaucoup d'agents qui font partie d'une intelligence étrangère ou même du pays, qui œuvrent, qui gravitent autour ou qui font même le métier de journaliste. Alors, c'est une vaste question, c'est un problème sociétal aujourd'hui, hein, ce qu'on voit dans le monde. Tout le monde peut se dire journaliste, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Il y a derrière l'écriture d'un sujet une méthodologie journalistique que quelqu'un doit pouvoir appliquer. C'est quoi cette méthodologie? C'est pouvoir vérifier l'information, même s'il y a 50 personnes dans un quartier qui vous disent écoutez, j'ai vu telle chose se passer, nous avons vu un fantôme, allons dire, allons être un peu caricatural. 50 personnes vous racontent la même information. Mais si vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas les bonnes sources pour vous, c'est de la rumeur, certainement. Si vous n'avez pas les bonnes sources, vous n'êtes pas capable d'aller sourcer cette information, mais vous allez passer à côté de quelque chose. Il faut faire très attention à la rumeur. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de rumeurs et c'est beaucoup de désinformation, de mésinformation aussi. Et beaucoup ont des intérêts derrière ceux qui poussent ces informations-là. Non, après, c'est assez compliqué aussi aujourd'hui. Quand on dit ceux qui poussent ces informations, on pense à ce fabuleux monde des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, comment faire ce distinguo? Comment, pour ce jeune public, savoir qui est le journaliste qui dit l'information vérifiée et qui sont ces influenceurs, propagandistes, appelons comme on veut? Et je me permets de rajouter un autre mot, c'est le mot de commentateur. Tout le monde commente à l'infini ce qui se passe. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que notre époque, nous, et mon époque tout au moins, on nous imposait à l'école, mais aussi à la maison, la lecture des journaux. On faisait notre éducation à travers les médias. On avait une pile, beaucoup de magazines à la maison, et les journaux, on les conservait pour un certain temps, surtout les hebdomadaires. Mais aujourd'hui, donc on faisait notre éducation à travers les journaux, à travers les médias, mais aujourd'hui, ce monde a tellement changé qu'il faut faire l'éducation des jeunes, des moins jeunes aussi aujourd'hui, aux médias. Il faut nous apprendre à savoir comment consommer les médias. Quel esprit critique développer. Quand un média vous donne une information, il faut que le public arrive aussi à décoder là-dedans. Il faut former le public, au fait, à se dire, tiens, ce média-là, il me donne des informations, mais systématiquement, ces informations sont selon des sources, c'est quoi l'expression là, anonyme, quelque chose comme ça? Ouais, des sources bien informées, ouais. dans les milieux concernés. Voilà, systématiquement, si vous voyez ça dans un journal, je dis systématiquement, ça arrive qu'on ne peut pas citer la source. Notre source, mais si vous voyez ça systématiquement dans un journal, c'est qu'il y a un problème. Et si ça vient systématiquement d'un journaliste, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut éduquer la masse aujourd'hui, et vraiment il faut éduquer la masse, commencer à l'école, comment on s'informe désormais correctement. Peut-être on va prendre une autre question dans le public. Ou Jean-Luc, vous vouliez peut-être faire un commentaire? Merci à Luciano sur sa question. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que quelqu'un qui se dit influenceur, ou ceux qui sont sur les médias, dès qu'on vous dit qu'on est influenceur, méfiez-vous. Parce qu'un journaliste n'est pas là pour vous influencer. Absolument. Nous sommes là pour vous donner une information et à vous de vous faire votre opinion. Un influenceur, c'est du marketing. Et qui influence qui aujourd'hui, voilà. Et nous sommes là pour vous éclairer. C'est tout. Et le droit à l'information, il est plus important que le droit de vote. Parce que celui qui est bien informé,
il exerce bien son vote. Ouais. Donc, c'est important d'avoir de bonnes informations. Une autre question dans le public? Bonjour, alors moi c'est Rachel, 19 ans. Et ma question c'est, les fake news sont-elles difficiles à combattre à cause des réseaux sociaux? Les fake news. Alors, les fake news, pour les infox, c'est... merci pour la question, Rachel. Ce sont des éléments qui sont créés pour nuire délibérément. De tout temps, il y a eu des fausses nouvelles, il y a eu des rumeurs, mais là, il y a une industrie de la création de fausses informations pour peser dans une élection, pour peser dans l'obtention d'un contrat, etc. etc. Sauf Mais que c'est c'est surtout l'argent. que la Voilà. diffusion de ces rumeurs, de ces fausses informations sont aujourd'hui décuplées. Décuplé pour plusieurs raisons, parce que la manière de fabriquer ces fake news ressemble beaucoup à la manière de fabriquer des informations. Donc on est dans une sorte de copie et de bonne copie de très plausible. Et puis ces fake news, souvent, s'adressent à nos instincts les plus primaires ou à notre vision du monde. Ça nous rassure parfois de nous dire, ah, ce groupe-là fait ça. Ce groupe-là, ben, comme d'habitude, ils répètent les mêmes, ils font encore ça. Ce sont les mêmes qui refont les mêmes choses. On entend souvent des fake news sur des groupes communautaires, sur des groupes, sur certains pays, sur certaines nationalités. Souvent, les fake news nous donnent l'impression d'être les rois du pétrole, parce que nous avons une info, nous pensons être les seuls à détenir ça, et nous commençons à partager sur les réseaux sociaux, alors que ces fake news, justement, sont là pour nous manipuler. Donc, ce qu'il nous faut, c'est l'éducation. Pas juste l'éducation aux médias, mais c'est comprendre le monde, avoir l'esprit critique. C'est ce que Absolument. Anouchka disait. C'est être capable de nous interroger sur tout. Nous demander, est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je lis est proche de la vérité? Quelle distance je dois donner? Et avant de faire partager sur WhatsApp, avant de le partager, combien de secondes je me donne? Oui, surtout ne pas partager aussi longtemps que vous n'avez pas pu vérifier les sources. Il faut vraiment pas partager une information sur l'émotion. Les fake news travaillent surtout votre émotion, ça fait appel à votre cerveau reptilien. Et on s'est rendu compte que les fake news, ça va plus vite que les bonnes nouvelles. Ça prend l'ascenseur, comme on dit dans le métier, alors que les nouvelles bien écrites, bien pensées, vraies, prend les escaliers. Alors, il y a aussi cet élément qui est faussé parce que les algorithmes favorisent les nouvelles à sensation. Et très Absolument, souvent. Abdullah. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Il nous reste plus que 5 minutes. Et je crois qu'on a une question d'ailleurs du public qui va dans ce sens. Donc, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Julien, 19 ans. On dit souvent que les algorithmes des réseaux sociaux poussent les utilisateurs à voler du contenu qui confirme leurs opinions. Est-ce un danger pour la démocratie et l'esprit critique des citoyens? Comment les médias peuvent-ils contrer cela? Donc voilà, c'est les algorithmes qui poussent dans votre sens finalement. C'est ce que vous disiez, Abdullah. Oui. J'aimerais bien juste qu'on me synthétise la question de notre ami. Les algorithmes favorisent une bulle d'information plus qu'une diversité de points de vue. Donc l'idée, c'était de dire comment est-ce que c'est un danger quoi finalement, comment sortir de cette impasse. Des bulles Oui, d'enfermement. Oui, de bulles d'enfermement que l'algorithme crée. L'algorithme nous rassure. Et puis, ces réseaux sociaux, il faut se dire une chose aussi, c'est que nous devenons amis aux personnes avec notre bulle d'amitié. Ce sont des gens qui pensent comme nous, souvent. Oui, C'est rare que nous allons communauté chercher... d'intérêt. Voilà, Ouais. communauté Absolument. d'intérêt. Et on croit que c'est une vérité Voilà, universelle. c'est rare que finalement. nous allons chercher des personnes qui ne pensent pas comme nous. Lorsque nous avons sur Facebook, sur Twitter, etc., ou sur Instagram des commentaires négatifs, la première action souvent, le premier réflexe, c'est d'enlever cette personne, de bloquer cette personne. Donc il n'y a pas de débat. Nous nous retrouvons dans cette bulle. Alors l'algorithme continue à nous fournir les mêmes choses avec confort. Ouais. Ce qui fait que ça grandit une communauté, notre communauté autour de nous qui pense comme nous. Et ça fausse la vision du monde parce qu'il y a 2 manières ou 3 manières de voir le monde, ou plusieurs. Hein. Non, on perd un peu la perspective. Donc, on est un peu dans ce monde
Et les réseaux sociaux sont conçus de cette manière. C'est, comme vous avez dit un peu plus tôt, Anouchka, l'économie de l'attention. Et on a besoin de notre attention. Et quand c'est gratuit, méfiez-vous surtout quand on vous dit que c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. On a besoin de votre attention pour pouvoir effectivement vous vendre plein de choses. C'est extrêmement compliqué. Ça passe par votre esprit critique et par l'éducation. On n'a pas le choix aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas battre ces algorithmes et ces tech companies comme Google, Facebook et les autres. Vous savez quel est l'acronyme on appelle ça en français GAFA ou GAFAM. En anglais, on dit, l'acronyme c'est G-Mafia. Faites attention en effet. Donc c'est vraiment très dangereux. Ces grosses industries de technologie qui aujourd'hui ont mis le grappin sur l'information. Si je peux me permettre de rajouter, je crois que les réseaux sociaux viennent exacerber peut-être les travers de la nature humaine. Comme Jean-Luc le disait, nous avons tendance peut-être naturellement à être dans une forme d'entre-soi dans notre vie réelle. Et cet entre-soi, il est orchestré, il est pris en charge par les algorithmes et vient refermer notre vision du monde encore plus. Et il y a une responsabilité pédagogique. Vous parliez, Abdullah, de l'institution scolaire. Il y a aussi une responsabilité individuelle. C'est à chacun de faire résistance, de se questionner en permanence pour garder cet objectif de vérité. La responsabilité, elle étant, je crois, collective qu'individuelle. On va prendre une dernière question. Bonjour, je suis Kevin, j'ai 20 ans, donc voici ma question. Les fake news sont-elles plus fréquentes sur les réseaux sociaux que dans la presse traditionnelle? Alors, comment les médias peuvent-ils lutter contre cette problématique? Je pense qu'on revient à la question de la vérification des informations. Au fait, il y a dans les médias traditionnels aussi, il y a des fake news, hein, donc il faut faire attention. Claire. Comment on règle cette problématique? C'est que extrêmement compliqué. On ne peut pas non plus, au nom de la liberté d'expression, trop demander, mettre trop de pression sur la presse, mettre trop de régulation. Encore une fois, hein, comme nous avons tous dit sur le plateau, c'est l'éducation, se former soi-même, se dire qu'il n'y a pas un monde, notre monde, qu'il y a plusieurs mondes, la diversité, aller à la diversité des sources d'information, c'est important. Et développer surtout notre esprit critique. Sur ce terme source, avoir des sources fiables, des sources, parce que toute source a un agenda. Personne ne nous donne une information parce qu'il ou elle a grand cœur. C'est pour paraître dans le journal, pour avoir sa voix, pour avoir son nom. Donc avoir des sources fiables, donc avoir des journalistes capables d'avoir un regard critique sur ces sources, et aussi avoir des voix qui soient légitimes sur certains sujets. Nous ne pouvons pas prendre n'importe qui pour commenter n'importe quoi. Et il y a des lobbies partout. Voilà, parce qu'on peut se faire manipuler aussi par des sources. Il y a des communicants qui nous envoient des personnes pour parler sur tel ou tel sujet. Oui, effectivement, quand on donne la parole à quelqu'un, normalement, après on est dans l'urgence souvent, ça nous fait faire des bêtises aussi. Normalement, il faut que cette personne a la légitimité, la compétence pour parler de ce sujet-là. On ne prend pas quelqu'un qui n'a aucun lien avec le sujet, mais juste parce qu'il faut mettre en valeur cette personne-là, on prend une déclaration de lui et ses explications. Ça, c'est pas bien. Moi, si je peux me permettre un dernier commentaire sur les réseaux sociaux, ça me fait penser aux mots du philosophe Aristote qui disait que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Et je crois qu'il y a un usage extraordinaire qui peut être fait de ces réseaux sociaux, d'autant plus pour nous, en tant qu'insulaires. C'est vraiment une façon de tendre vers le monde qui est absolument géniale, que j'aurais adoré avoir à l'âge qu'ont ces jeunes gens aujourd'hui sur le plateau. Mais on a encore une fois, chacun et chacune, une responsabilité de savoir quel usage on veut et on peut faire de ces objets qui nous sont offerts aujourd'hui. Comme un couteau de cuisine, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc le mot responsabilité qui reste donc, pour clore ces débats. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Un grand merci à nos invités, Jean-Luc Moutoussamy. Merci à vous, Abdoulaye Rali. Merci d'avoir co-animé avec moi cette émission, Anouchka Soria-Morti. Grand merci aussi à toute l'équipe de la MBC qui nous a accueillis ici. Aujourd'hui, nous avons pu réfléchir donc ensemble sur ces enjeux majeurs qui façonnent le paysage médiatique actuel entre presse traditionnelle et réseaux sociaux. Alors, n'oubliez pas que la réflexion continue au-delà de cette émission. Il est important de rester informé, critique,
et de participer activement. C'est une façon, en tout cas, de participer activement à la construction de notre société, de la société de demain. Merci bien donc à tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes et accueillis lors des ateliers d'écriture. Donc je parle des collèges, des associations et des ONG pour mettre en place la plateforme média notrefutur.io. Retrouvez toutes nos publications donc sur cette plateforme. À bientôt.